Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page YouTube. Mon nom est Audrey Boissonneau. Comme vous êtes sur ma page YouTube, s'il vous plaît, ce serait super intéressant que vous puissiez cliquer sur like, subscribe et la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos que je vais poster. Pour le mois de février, je me suis donné comme mission de vous présenter des femmes qui ont entré dans ma vie, je dirais, là, en automne 2020, des femmes qui m'inspirent, des femmes que j'aime bien m'entourer, des femmes qui ont une belle énergie et que j'aime vraiment apprendre d'eux, parce qu'on a toutes quelque chose à partager et à apprendre des autres. La façon que je pourrais... ça, c'est mon image à moi, c'est ma perception à moi, peut-être qu'elle va rire quand je vais dire ça, mais une image que j'ai de la femme que je vais parler avec aujourd'hui, que je vais vous partager, je pense à une boule de Watt. Elle est toute douce, elle est délicate, elle est toute douce, elle est belle, elle est jolie. Je vous présente sans plus tarder mon amie Marina Pigeon. Hello Audrey, merci de cette jolie définition. J'aime ça. Je m'étais jamais vue comme ça. Donc, Marina, moi, je connais un petit peu ton histoire, mais j'aimerais que tu me parles d'où tu viens, où tu es née et où tu as grandi. Moi, je suis née au bord de la mer, à Saint-Malo, en Bretagne, en France. Et je suis née dans la région des mythes et des légendes. J'ai toujours adoré ça, quand bien même dans ma famille, ce n'était pas forcément des choses qu'on racontait. Mais inconsciemment, je pense que je suis allée moi-même apprendre de ça. J'ai vécu quelques années en Bretagne. Après, j'ai beaucoup déménagé avec mes parents, toujours en France. Et ce qui m'a donné beaucoup de force, en fait, dès ma plus grande enfance, parce que à force de déménager, d'être la petite nouvelle, de devoir s'intégrer constamment, c'était la chose la plus difficile pour moi. Mais aujourd'hui, l'un des plus beaux premiers cadeaux que j'ai pu recevoir, parce que, eh bien, quelques années après, ça fait maintenant 10 ans, je suis arrivée à Montréal et puis faire ce saut-là, finalement, était déjà inscrit dans mes gènes, ayant déjà beaucoup déménagé petite. Donc, j'ai fait mes études en France, mon premier job en France, à Paris. J'ai eu la chance de, rentrer dans la télé quand j'étais plus jeune, regarder les séries télé, regarder les émissions. Beaucoup de choses se passaient à Paris, ça me semblait incroyable et puis Paris, c'était la grande, grande ville, j'y étais jamais allée et puis on a fini par déménager en région parisienne. Puis j'ai eu mon premier job dans une agence de relations presse et j'ai travaillé avec, la mode, le monde de la mode. J'ai assisté à des défilés, j'ai été attachée Oh, presse pour des wow! marques de vêtements, de beauté, Donc, heu, Fashion Week à Paris, toi, tu t'y connais, là. bah, pas mal. J'étais Wow! moi la petite version, bien sûr, mais je regardais ça avec des yeux incroyables et je me rendais compte déjà du waouh! Je le regardais à la télé et maintenant c'est moi qui participe à ce monde-là dans les coulisses et j'étais déjà émerveillée d'avoir accédé à ce monde-là alors que rien n'était destiné à ça, ni ma famille, ni mes connaissances. Donc c'était déjà une part de magie pour moi et je trouvais ça incroyable. Donc ça la Wow! la magie opérait déjà. C'est super. Tu dis que tu as grandi, en fait, tu es né à Saint-Malo, mais tu as déménagé à quelques endroits dans la grande région Bretagne, mais Saint-Malo, c'est plus au nord-ouest, si je me souviens bien, là, de Oui la et j'ai France. déménagé beaucoup en France, en dehors de la Bretagne, en fait, aux OK, 4 coins de la France finalement. Donc OK. qui représentait pour moi, comme si on changeait de pays à chaque fois. J'étais petite, je trouvais ça à chaque fois, Ah, c'est quand même grand, la France. Je regardais ça parce que moi, je suis allée à Jersey, dans la ouais. ville de Jersey. Puis là, j'avais failli prendre le traversier, mettons, atterrir à Charles de Gaulle, prendre un Ah, train jusqu'à Saint-Malo pour aller prendre le traversier. Mais en fin de compte, je suis allée vers l'Angleterre. Mais c'est un, c'était un projet que je caresse d'aller voir cette région. beaucoup. Parle-moi, Marina, de la petite fille que tu étais à 5, 10, 15 ans, ton adolescence, puis comment décrirais-tu la Marina dans ton enfance? J'étais une petite version timide, discrète, avec une toute petite voix. J'étais intimidée par tout. J'étais extrêmement bien polie, bien éduquée, alors je dérangeais pas, et j'observais le monde, en me questionnant beaucoup, mais bien trop timide pour oser poser mes questions. Donc en fait, j'étais une petite fille,
Bon, une vraie petite fille coquette, habillée comme une poupée. Ma mère a toujours cousu, donc Ah on avait wow! des jolis vêtements, petite fille blonde en plus, donc le joli petit modèle de petite fille qu'on imagine. Mais à l'intérieur, mon Dieu, j'étais bien plus, comment je pourrais dire ça? Bien plus aventurière et rebelle. Mais ça, c'est sorti quelques années plus tard, ça m'a mis du temps et je me rends compte que mon adolescence, j'ai cherché à contrarier, contourner cette image que les gens avaient de moi. En fait, je me suis rendu compte rapidement qu'avant que j'ai l'occasion de parler, les gens avaient déjà une image de moi. Mmh. Les professeurs, la famille, tout le monde avait déjà l'image de: «Oh oui, elle est gentille, elle est bien éduquée». Donc en fait, peu d'occasions d'essayer de donner mon avis ou de faire des choses qui étaient comme pas correctes, on va dire. Donc j'ai cherché constamment à essayer de contourner. Quand je faisais des bêtises à l'école, aucun professeur ne pouvait penser que c'était moi. Impensable. J'avais acheté comme, l'image de: «Ben non, elle est gentille, elle fait pas ça». Et à chaque fois que j'essayais de faire des choses, je me suis jamais fait prendre. Les gens avaient déjà décidé que j'étais gentille. Donc en fait, j'ai toujours lutté avec ça à tel point que, à 16 ans, je suis allée me faire un tatouage. Puis ça, j'avais décidé de contourner mon image. 16 ans, c'est jeune. J'avais décidé pareil. Mes parents ont rapidement compris que, quand je voulais quelque chose, j'allais le faire. J'avais déjà pas peur de grand-chose. Donc ils ont toujours su manier ça, mais sans franchement se rendre compte jusqu'à quel point j'étais capable d'aller. Donc j'ai fait des bêtises comme tout le monde à l'adolescence, mais qui n'ont pas eu beaucoup d'éclat ou pas assez selon moi, où j'aurais voulu me confronter à quelque chose. En fait, je crois que j'attendais le moment de: «Mais non, je peux aussi, être impolie, faire ce que je veux». C'était difficile d'accepter, puis de bouger mon image, en fait. Je me rends compte, j'ai vite été prisonnière de ça. Puis il y a une Est-ce que partie de tu moi as des frères et sœurs? Est-ce que tu faisais des mauvais coups avec des amis ou avec, tes j'ai frangins? une jeune sœur j'ai une jeune sœur qui a 2 ans de moins que moi, qui est, presque l'opposé de moi. Elle est brune, elle a les yeux verts, elle a un caractère, bien trempé et donc là, il y a ça aussi. Moi, je suis l'aînée, donc il y avait aussi ce côté, il faut que je montre le bon exemple. Donc oui, j'ai fait des sales coups avec mes cousins, cousines, avec ma sœur. Mais c'était jamais suffisant pour me faire pincer, en fait. Puis je me suis rendu compte de ça après coup. J'ai vraiment cherché à plusieurs reprises à révéler qui j'étais vraiment. J'adorais siffler. Je siffle comme un gars. Quand j'étais petite, j'arrêtais pas de siffler. Comme Heu avec les doigts, là? heu, Juste avec la bouche, je pouvais faire OK. des chansons sans problème, donc plein de trucs comme ça, mais non, c'était transparent. Donc en fait, je pense qu'à un moment donné, j'ai comme arrêté de me battre avec ça, puis je suis rentrée dans le moule. Mais bon, hein, la nature revient au grand galop quand c'est le On peut, cas. c'est ça, exactement. Donc, OK, parfait. Puis là, tu dis que tu es allée au lycée ou à la fac, bon, plus là, en ville, tu dis en région de Paris, en banlieue de Paris? Et tu étudiais, tu disais, là, tu as trempé dans la mode, dans les communications, dans le marketing. Ouais, Puis, est-ce que, juste une question comme ça, dans le fond, le lycée, c'est l'équivalent du cégep ici, si je comprends? ben, écoute, au lycée, on a, 17 ans. Non, c'est pas vrai. Au lycée, on rentre à 16 ans, puis on sort avec notre bac vers 18 ans. Donc c'est 16-18 le lycée, on va dire. OK, bon. Fait que c'est comme un peu notre cégep. Puis après, vous allez à l'université quand c'est la Oui, faculté? la faculté à la fac, exactement. OK, parfait. Puis, la France, toi, bon, OK, oui, tu as grandi dans le Nord-Ouest, bon, avec des influences, là, bon, européennes. Est-ce que, toi, quand tu as grandi en France, tu apprenais l'anglais ou l'espagnol comme autre langue seconde aussi à l'école? Oui, obligatoirement l'anglais ou l'allemand, on avait ce choix-là. En fait, moi, j'ai appris 3 langues Oh, au wow! collège. Donc le collège, c'est, 12 à 16 ans. Là, j'ai appris première langue anglais, deuxième langue espagnol et moi, j'étais en littéraire, donc 3e option l'italien. Oh, wow! Donc j'ai appris ça, j'ai beaucoup appris, j'ai fait des études en littérature, en communication, donc j'ai vraiment fouillé tout ce qui était mots et j'étais pas très bonne pour les langues étrangères, mais parce qu'en France, on n'est pas très bon pour les apprendre, très honnêtement. On apprend l'anglais de Londres, de Shakespeare. Donc quand Pour on le arrive aux vrai anglais, là. États-Unis,
Quand on arrive aux États-Unis avec des phrases toutes bien faites, oh, ça marche pas du tout, faut tout recommencer. Il faut vraiment tout recommencer. Donc, en fait, on n'est pas les meilleurs pour les langues, puis c'est connu ça. Donc, on a des accents un peu bizarres parce qu'en fait, c'est pas assez vivant comme manière d'apprendre les langues. Donc, là, si je comprends, c'est pas quelque chose que tu as vraiment pratiqué par la suite, l'italien, l'espagnol? Vraiment pas. OK. Par contre, quand on voyage ou en allant au Mexique ou autre, au bout de 2, 3 jours, l'espagnol revient facilement, l'italien revient Una facilement. Ouais, cerveza, por favor. exact. Et puis là, il y a comme une ouais, on y va. Vino, Donc, vino, en fait, tinto, tinto, vino. et ça marche super bien parce que là, tu as les réflexes. Et je les ai appris quelque part, c'est rangé quelque part. C'est juste caché dans un petit tiroir en arrière. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, tu sais, quand tu dois l'apprendre par obligation, puis quand tu t'en sers parce que tu es dans un endroit, tu es détendu, puis c'est le fun, bon, ben là, tu sais que ouais, si je veux, c'est pas loin, ça peut revenir. Parfait. Puis, si je retourne, mettons, là, je sais pas, 10, 15 ans, qu'est-ce qui a apporté Marina Pigeon à traverser l'océan Atlantique et s'en venir vers l'Amérique du Nord? Ça, c'est une vraie question parce que c'était pas du tout prévu dans mon parcours. Oh, J'avais jamais entendu parler de Montréal. Je savais grossièrement où c'était. Encore une fois, je regardais ça à travers la télé, Céline Dion et autres, mais personne dans ma famille n'y était allé, donc c'était pas du tout au programme. Et puis, mon copain de l'époque a eu une opportunité pour venir travailler ici. Puis la première fois qu'il m'en a parlé, je lui ai dit: «Non, non, non, beaucoup trop loin, il fait froid, non, on va trouver autre chose». À l'époque, nous, on cherchait à aller vivre dans le sud de la France au soleil, parce qu'on en avait marre de la région parisienne. c'est quoi? C'est plus Marseille? C'est plus On voulait aller à Toulouse, on voulait Toulouse? vraiment descendre. Et puis, on n'arrivait pas à trouver du travail, ni l'un ni l'autre. Et puis, il m'a reproposé, je pense 9 mois plus tard, en me disant: «Tu sais, il y en a qui sont partis, ils sont vraiment heureux à Montréal. L'offre est toujours possible pour moi, qu'est-ce que tu en penses?» Puis ce jour-là, ça avait été une mauvaise journée, donc moi j'étais attachée presse à Paris. Ça avait été une mauvaise journée, je commençais à avoir fait le tour, puis à me dire: «Oh mon Dieu, ça marche pas ce monde-là, ça manque de valeur». Bref, j'avais fait le tour. La magie était redescendue. Et puis ce soir-là, je lui dis après une mauvaise journée: «Tu sais quoi? Envoie ton CV, on verra bien». On verra Bon, bah, bien. le lendemain, il m'a appelée en me disant: «Bah, je suis pris, on part dans 3 mois». Waouh! Eh Là, c'est ben, vrai, là. ouais, et moi je fonctionne à ça. Il y a un moment donné, il y a comme un instinct qui me donne le go. Et je suis quelqu'un de fonceuse, donc je lui ai dit: «OK, on y va». Donc le week-end suivant, je l'ai annoncé à mes parents qui avaient jamais entendu parler de ce projet, mais je te raconte pas le cataclysme que j'ai mis, dans la famille. «Tu pars si loin, improbable». Je suis très proche de mes parents, de ma famille, donc là, c'était, oh waouh! Et puis, mais j'ai pas reculé, on est allé. On est allé. On a tout clôturé et c'est là qu'on se rend compte à quel point, quand on entend parler des autres qui font ce genre de move, tu te dis que c'est pas pour toi, ça doit être compliqué, il faut sûrement un truc en plus. Étonnamment, c'est d'une simplicité de ranger sa vie. Et puis, on est arrivé à Montréal. Moi, je suis arrivée le 5 mars, donc ça fera 10 ans bientôt. Ah, déjà! Ouais, on est arrivé avec 23 kilos de bagages, notre chat, et c'est tout. Et puis lui a touché sa première paye. Ici, c'est magique, on est payé toutes les semaines. Et tranquillement, on a tout racheté, on a tout recommencé. Et c'est incroyable de voir à quel point tu commences avec un matelas au sol, une table Ikea, 2 assiettes en plastique Dolorama, et puis tranquillement. Et bien, à un moment donné, je pense que 3 ans plus tard, on avait déjà, une maison remplie, comme si on avait toujours vécu là. Tout était de nouveau, bah, reparti. C'est fou comme on est capable de se réinstaller, puis de recommencer encore et encore. De un, c'est une leçon d'humilité de savoir, OK, on emporte quoi? Ouais, Est-ce ouais, qu'on traverse nos meubles dans un paquebot, dans un exact. conteneur sur un bateau, ou est-ce qu'on vend tout? On part pour combien de temps? Est-ce qu'on Mmh. entrepose ou on vend et on rachète rendu de l'autre côté? C'est toutes des questions qu'il Tellement de fallait. questions, tellement de questions. Puis nous, on partait pour 2 ans. OK, vous saviez que c'était 2 ans au Lui, départ. il avait un contrat de 2 ans. OK. Hem, donc on a vendu, on a stocké chez mes parents, tout, notre vaisselle, nos livres, tout. Et je me rappelle le moment où donc lui, il est parti avant moi pour commencer son travail. Moi, j'ai clôturé, vidé notre appartement, quitté mon job. Et je me souviens, le dimanche avant de prendre l'avion, être chez mes parents, puis devoir faire mes 23 kilos de bagages. Et ben 23 kilos, c'est pas beaucoup. Et être
complètement démunie dans la chambre de mes parents, face à mes valises et là, à sentir le: «Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est bien trop gros». Là, une sorte de panique et ma mère a été exceptionnelle. Elle m'a dit: «Écoute, fais des tenues avec tes vêtements». Alors je travaillais dans la mode, donc autant vous dire que Ah, j'ai quel bon beaucoup plus conseil. qu'il n'en faut, OK? Beaucoup plus. Donc là, elle me dit: «Bah, fais des tenues, puis on va y aller par tenue». Puis il y avait la question de la saisonnalité, la température. Aucun de nous n'était jamais allé voir comment c'était de l'autre côté. Donc on a fait des tenues. Puis elle m'a aidée à faire mes valises, à aspirer l'air pour minimiser chaque chose, emporter le plus de choses, mais emporter des draps aussi, emporter des serviettes de toilette parce qu'il faut tout, il faut des torchons, enfin et tu te dis: «Mais si je rachète tout de l'autre côté, on n'a pas l'argent pour tout racheter dans l'immédiat». Donc il faut être Malgré que votre argent, c'était déjà l'euro, votre argent vaut plus que le nôtre. oui, mais on partait pas avec de l'argent parce qu'on était loin de rouler sur l'or côté Hmm. France et on l'avait stocké en disant: «Bah, le peu qu'on a, on ne sait jamais, ça peut nous servir, on se le fera envoyer». Mais on partait pas avec grand chose en fait. On n'était pas du tout rendu à ce niveau-là dans notre vie OK. et du coup, il m'emmène à l'aéroport avec mes 23 kilos qu'on avait pesés 15 fois à la maison. On arrive à l'aéroport et là, surprise, j'ai quelques grammes de battements, je peux encore mettre des choses et là, ma mère sort de ses poches des vernis à ongles, des bijoux, des gants, moi, que Ah, j'avais pas pris pour compléter ma valise. Je me souviendrai toujours de ce moment-là. Là, il y avait comme un OK, encore un peu. Donc je suis partie en ayant sur moi 2 ou 3 pulls, une veste, un manteau, 2 écharpes. J'ai mis tout ce que j'ai pu pour compléter et ramener encore des choses sur moi. Je transpirais comme pas permis parce que l'excitation, le stress, la peur. J'avais mon chat avec moi, mes 23 kilos de bagages et là, je me revois devant l'écran à l'aéroport et là de me dire: «Waouh, bah, je pars, je c'est m'en vais» vrai, là. et pourvu Je qu'il soit de m'en l'autre vais vraiment côté. à l'autre côté de l'océan Oui. Atlantique, là. Et pourvu qu'il soit de l'autre côté à m'attendre parce que j'ai pas de téléphone, je connais personne. Wow. Gros coup. Écoute, j'ai passé la première nuit à pleurer. Tout sortait. Il y a eu quand je suis arrivée ici, il y a eu comme un je réalisais le ce que je venais de faire. Mais là, lui, il avait déjà au préalable un appartement. Oui, absolument. Ça faisait un mois qu'il était là, il avait trouvé un appartement, il y avait un matelas par terre, il y avait, c'était vraiment, minimum là, parce qu'il attendait que j'arrive pour qu'on commence à s'organiser. Donc, toute une aventure. Ouais. Oh my God. Hey, ça, on s'en reparlera en dehors de caméra. Je suis vraiment Ouais, intéressée par ce moment-là. Donc là, tu arrives à Montréal. Lui a un job. ouais, Toi, tu as toutes tes études de banque que tu as fait. ouais. Tu te retrouves devant quoi? Ben, je me dis: «Qu'est-ce que tu veux faire? Qui veux-tu être? Qu'est-ce que tu veux plus? Et surtout, personne n'a besoin de moi ici, tout le monde a déjà sa vie. C'est donc à moi de faire l'effort d'aller à la rencontre du monde. C'est moi la nouvelle». Et j'ai souvent été la petite nouvelle dans ma vie. Donc je repars avec ça. Donc on n'a pas beaucoup d'argent, on recommence tout à zéro. Je cherche du travail, mais évidemment, française qui vient d'arriver, marche pas bien. Je me trouve un stage dans la mode, parce que là, d'un coup, c'est facile pour moi. Un stage non rémunéré. Je me dis: «Parfait, de toute façon, il faut que je rencontre du monde, il faut que je comprenne l'accent» parce que je ne comprenais rien. Mon oreille était pas faite, c'est fou, hein. Aujourd'hui, je suis incapable de dire quand je rencontre du monde si c'est un Français, un Québécois ou autre. Mon oreille ne fait plus la différence. Oh J'entends wow. plus. Comme quoi, je me suis, Vraiment habituée, là. changée. D'ailleurs, on me dit que j'ai un accent québécois pour mes amis français, moi je l'entends pas. Et puis ici, on me dit toujours que j'ai un accent français. Donc en fait, tout ça est devenu T'es un bon mix des deux. ouais, faites ce que vous voulez, mettez l'étiquette que vous voulez, moi c'est même plus une question. Donc il a fallu d'abord que je comprenne et puis il y a toutes ces particularités quand les gens s'adressent aux autres. Je sentais qu'il y avait quelque chose que j'aurais pas fait comme ça moi en France, mais j'aurais pas été capable de te dire. Est-ce que c'est l'approche, la manière de dire, de se comporter, l'attitude? Donc j'ai appris énormément en étant en contact du monde et j'ai fait ce stage pendant 3 mois, 6 mois. On m'a proposé un job, mais là je l'ai refusé en me disant: «En fait, je veux pas retourner dans la mode, c'est pas ça que je veux faire». Donc je l'ai Hmm. refusé. Là, j'ai commencé à rechercher du travail. J'en ai trouvé un dans une agence de marketing expérientiel pour inventer tout ce qui est street marketing, tout ça. J'ai adoré ça. J'ai fait ça pendant 9 mois et puis, mon emploi s'est arrêté et donc ça faisait maintenant 2 ans qu'on était à Montréal, 1 an et demi
Et le jour où je suis rentrée à la maison en disant, voilà, j'ai perdu mon job, mon conjoint avait perdu le sien aussi le même jour. Oh, ouch. Fait Donc que là, on le s'est 2 dit, ans qu'on lui avait promis. ouais. Donc là, on s'est dit, alors là, on est mal barré parce que ça veut dire qu'on rentre en France, mais on n'était pas rendu là, on n'était pas en train de se dire, bientôt on rentre en France. On avait commencé nos vies. Mais question Et comme ça, après un an et ouais. demi de temps, quand on arrive d'un autre pays, est-ce que vous avez le droit à l'assurance Rien. emploi? Non, on n'avait rien. Par contre, dans notre malchance, on avait lancé notre dossier de résidence permanente dès qu'on a pu, dès qu'on était éligible. Et la chance qu'on a eue ce jour-là, c'est que 15 jours après avoir appris qu'on perdait nos emplois, on a reçu une lettre comme quoi, ça y est, on était résident permanent. Oh, wow! Donc là, d'un coup, un délai de 5 ans devant nous, c'était plus la question, plus d'urgence. Puis on rentrait dans le système, numéro de NAS, officiel. Bref, ça y est, on rentrait dans le système. Donc on n'est pas rentré. On est resté, lui a retrouvé du travail au bout de 6 mois, moi j'en ai retrouvé au bout de 3 semaines. Et c'est là que je suis rentrée chez Yves Rocher, que je voulais pas au début parce que marque française, je dis ah non, je suis pas là pour ça. Et puis je suis allée pour dépanner. Il y avait un petit contrat, je me suis dit oh, passe 3 mois, puis tu verras bien. Bon, finalement, je suis restée 7 ans et demi chez Yves Rocher. Wow! Quelle Et on belle est resté là. aventure! Fait Ouais. qu'Yves Rocher, OK, c'est arrivé. Puis là, ensuite de ça, dans le fond, tu as travaillé là-dedans. Puis après, après ce contrat-là, tu as été dans une autre euh, compagnie pour faire du marketing ou. Chez Yves Rocher, je suis rentrée comme une chargée de campagne. J'ai tout appris. En fait, moi, dans mes études, j'avais appris les relations presse, mon premier job. J'ai fait des études en publicité, en design. J'ai appris la communication dans mes études. Donc, j'ai toujours gravité autour d'un projet, mais tout le temps en étant à la fin. J'ai fait de l'événementiel, du marketing expérientiel. Mais il m'en manquait quelque part toujours le début de l'histoire. C'est ça qu'Yves Rocher m'a apporté. Être au début d'une histoire, d'un lancement de produit, et ensuite délégué à des agences pour tout ce qui est événementiel, relations presse, design, packaging, publicité. Donc, je commençais enfin à aller dans le cœur du sujet. Et j'ai adoré ça. Et j'ai monté les échelons chez Yves Rocher jusqu'à terminer directrice marketing du retail, du CRM, du digital et faire partie du comité de direction Yves Rocher Canada. Wow, OK. Puis si, là, mettons que tu rencontrais la Marina présentement, là, la toute petite Marina de Saint-Malo, qui a grandi en France, quels seraient les 3 conseils que tu lui donnerais, un petit pep talk là, pour lui dire, là, pour l'encourager, mettons? Je lui dirais, waouh, t'as pas idée à quel point tu as des ressources incroyables, puis tu peux tout faire si tu ne t'arrêtes pas à ta première peur. Je lui dirais, continue à observer autour de toi. Ta timidité peut être aussi une qualité à un moment donné. Donc, ça vaut le coup de traverser ça. C'est difficile en ce moment, mais tu le sais pas, mais tu es en train de comprendre des choses qui vont te servir plus tard. Et puis, je lui dirais de moins douter d'elle, en fait. D'oser plus facilement dire ce qu'elle pense, puis que c'est correct de ne pas plaire à tout le monde, de se tromper. Puis, j'ai su aussi, là, bon, lorsqu'on a fait un atelier ensemble pour notre entreprise de réseau marketing social, que tu avais fait aussi des formations de PNL. Oui, du coaching. J'aimerais que tu m'en parles davantage, s'il te plaît. Ça, c'est encore un joli cadeau de la vie, un petit coup de serendipity. Ça, j'ai fait ça il y a 5 ans. En fait, ça faisait… aujourd'hui, l'année dernière, ça faisait 10 ans que je luttais contre l'infertilité. On essayait d'avoir un enfant avec mon conjoint. Et à force de faire des analyses et diagnostics, on m'a toujours dit qu'il n'y avait pas de problème, mais qu'il y avait sûrement un problème dans ma tête, un blocage. J'ai été rencontrer plein de personnes. Acupuncture, je suis même allée voir l'acupunctrice de Céline Dion. J'ai mis les moyens pour trouver une solution. Je suis allée voir des professeurs en Reiki, en Changchi, en psychobio-acupressure. J'ai vu des herboristes. Bref, j'ai vraiment été prendre toutes les ressources qu'on me donnait. Jusqu'au moment où, à force de me dire, OK, c'est dans ta tête, mais j'ai poussé la porte d'une réunion d'information en programmation neurolinguistique à Montréal en me disant, bon, bah, je vais aller vérifier ma tête.
Étonnamment, ce jour-là, je suis allée à une séance d'information pour être coach versus prendre un rendez-vous avec un coach. Je ne sais pas pourquoi je suis allée à cette réunion d'information. J'avais déjà entendu parler de ça, j'avais déjà lu des livres de Tony Robbins, mais bon, je ne m'étais jamais associée à ça. J'ai été à la réunion d'information, j'ai adoré ça. Je me suis offerte un premier week-end d'introduction, j'ai adoré ça. Et là, le cerveau fait bien les choses. Quand il a fallu s'inscrire pour les 6 premiers mois pour la première année, j'ai lu à l'époque 1 400 $. C'était un gros montant pour moi, mais je me disais, je vais trouver. Je vais me débrouiller, je vais trouver. La réalité, c'est que ça coûtait 4 100 $. 400? 4 100 Oh, 4000! et non Oh! pas 1 400. Oh! On s'entend que si j'avais lu d'emblée 4 100 $ pour la première formation, j'aurais même pas regardé, c'était trop. 1 400, ça me semblait abordable. Je me disais que j'allais trouver une solution. Finalement, je n'ai pas fait que la première formation, j'ai fait les 2 années qu'on suivit. J'ai même fait le double cursus, coaching personnel, coaching corporatif. Et 2 ans et demi plus tard, je suis ressortie diplômée en tant que Wow! coach, programmation neurolinguistique. J'étais une des seules à être triste le jour de la remise des diplômes parce que j'étais toujours pas enceinte. J'avais pas réglé le problème. Mais en passant, j'avais trouvé quelque chose de tellement grand, quelque chose qui était facile pour moi. J'avais une aptitude pour ça. J'ai adoré ça. Ça m'a fait apprendre plein de choses sur moi. J'ai trouvé un don pour aider les autres. J'ai trouvé des techniques pour me visiter moi. J'ai vraiment adoré ça. Ça a été une des plus grandes choses de ma vie. Donc, ça Donc aujourd'hui, fait 10 ans environ là, que... Non, ça fait 5 ans que tu as fait cette formation-là. ouais, à peu près. Mais c'était quelque chose, comme tu dis, tu étais déjà ouverte à la médecine alternative, Oui, le 10 ans, pour tous oui, les types de ressources que tu es allée chercher. Puis, moi, ce que j'aime aussi de toi, c'est que j'ai l'impression que, encore aujourd'hui, j'en apprends encore. J'ai comme un oignon qu'on épluche. Le côté ésotérique, le côté spirituel, la lune, l'œuf de Léonie, les cristals. T'es merveilleuse, t'as plein de cartes t'as plein de cordes à ton arc, c'est tellement intéressant. Wow, je suis vraiment impressionnée. Donc, pour, oui, la méditation, Marina offre à chaque lundi midi un atelier de méditation. Je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo pour les gens qui désirent participer. Puis aussi, j'ai vu que tu offres un atelier prochainement. Est-ce que tu pourrais nous en oui. parler davantage, s'il te plaît? J'ai commencé un blog il y a bientôt 5 ans maintenant pour écrire tout ce que je lisais, tout ce que je découvrais, puis pour partager. Puis à la base, c'était pour partager avec ma famille en France. Et puis en fait, c'est devenu vraiment un endroit où j'ai adoré écrire. Et tranquillement, il y a quelques années de ça, peut-être 3 4 ans, j'ai proposé chez Yves Rocher dans mon entreprise d'offrir, j'étais en coaching à ce moment-là, d'offrir un atelier le vendredi à midi sur l'heure du lunch pour aborder un sujet de développement personnel, mais avec du partage, en ayant du fun. Pas de la théorie, mais vraiment, on se pose une question, la différence, par exemple, entre voir et regarder. Puis on discute de ça. Puis je les amène tranquillement à se poser des questions. Puis à repartir avec un tiens, il y a quelque chose que je ne savais pas que j'ai appris sur moi. J'ai commencé à offrir ça. J'ai eu de plus en plus de monde venir, puis des personnes, des collègues que je connaissais plus ou moins, de différents niveaux hiérarchiques, puis qui revenaient. J'étais là, waouh, il y a quelque chose. Et j'ai appelé ça les ateliers extraordinaires. Donc, trouver un extra dans l'ordinaire, en fait. Il ne faut Ah, pas wow, chercher j'aime ça. loin. Il faut vraiment pas, faut regarder devant soi, puis il y a souvent quelque chose de joli à regarder. Donc, ça partait de mon blog. J'ai mélangé du coaching là-dedans. Je faisais des méditations guidées, j'ai fait de l'hypnose, bref. Et les gens en redemandaient. Et puis cette année, je me suis dit, bon, bah, c'est le temps de revenir avec ça. Donc, je lance mon premier atelier extraordinaire d'une durée de 1 heure. Ce sera le dimanche 7 mars à midi, heure Montréal. Ça coûte 15 $. Et puis, l'idée, c'est de traverser ensemble un sujet que je prépare. Donc, ça commence souvent par une jolie histoire, parce qu'en PNL, on raconte beaucoup d'histoires. Les contes pour enfants, les femmes nous apprennent beaucoup de choses sur nous, ont des messages. Donc, il y a toujours une courte histoire pour se déposer. C'est comme une sorte de méditation. Et puis après, on aborde un sujet que je questionne, beaucoup d'exercices où on va écrire, où on va, en fait, ce qui est important, c'est de poser une action. Donc, de se relier avec ses mains, d'être connecté, son cœur, sa tête, et puis de repartir avec quelque chose, un fil qu'on a envie de tirer, quelque chose qu'on a appris sur soi qu'on n'avait peut-être pas vu avant.
Donc, c'est léger, c'est le fun. Moi, j'aime bien le côté créatif des choses. Donc, ça prend du papier, des crayons et puis simplement se connecter à midi pour vibrer ensemble et découvrir quelque chose ensemble. Donc, le 7 mars, un atelier de 1 heure. Ouais, Je vais mettre également le lien sur la description pour les gens qui veulent s'inscrire. Puis, pour les gens qui désirent aussi te suivre sur les réseaux sociaux, je vais mettre ton Instagram pour parfait. que les gens puissent te trouver. Ensuite, je vais valider avec toi. En fait, tu nous quittes demain matin. Tu t'en vas vers un autre monde. Tu aimerais que les gens gardent quoi comme souvenir de Marina Pigeon? J'aimerais que les gens se rappellent que c'était le fun de voir le monde avec des lunettes en cherchant la petite touche d'extra. Puis que que je savais voir la magie dans l'ordinaire. Ouais, apporter ça. C'est super beau. Mhm. Merci Marina de ton temps. Tu es merveilleuse à découvrir. J'encourage tous les gens à creuser davantage et à aller voir les différentes facettes de Marina sur ses réseaux sociaux. Comme j'ai dit, je vais mettre l'information sous la vidéo dans la description. Puis, merci encore une fois de ton temps, Marina. C'était merveilleux de Merci creuser à toi. davantage. Merci à toi. Un vrai bonheur. Merci Audrey. Bonne journée.